Alors, je voudrais terminer ce cours de ces réflexions de politique après l'économie sur la question de l'éducation, simplement en rapportant ce qu'enseigne Aristote au sujet de l'éducation. Et vous verrez qu'il y a des considérations assez intéressantes. Tout d'abord, il faut que l'éducation existe. Il doit y avoir une éducation, ça doit exister. Pourquoi ? Eh bien parce que le législateur, le prince, doit conduire les parties de la cité au bien commun, d'une manière générale. Cela vaut de manière générale. Le prince doit conduire les membres de la cité au bien commun. Or, les jeunes, les enfants, sont ceux qui sont de nature à être davantage guidés, ont besoin d'être conduits davantage. Ils ont besoin d'être conduits davantage, d'autant plus que les dispositions s'acquièrent dans la jeunesse. Les dispositions s'acquièrent dans la jeunesse. Donc il appartient au législateur de veiller particulièrement à la discipline de la jeunesse. Je cite. Il appartient au législateur de veiller particulièrement à la discipline de la jeunesse. Numéro 1259 dans la politique, dans l'édition Mariette. Legislatori maxime vigilandum circa juvenum disciplina. Il appartient au législateur de veiller particulièrement à la discipline de la jeunesse, à l'éducation de la jeunesse. C'est très important. Bon. Alors, on pourrait dire, mais en attribuant ainsi cet pouvoir à l'État, à la cité, vous semblez aller contre ce principe qui dit que c'est à la famille d'assurer l'éducation. Bon. Mais ce qui vaut pour toutes les choses vaut en particulier pour l'éducation. Bien sûr, c'est la famille qui est le lieu de l'éducation. C'est la famille qui est le lieu de l'éducation, mais la famille est partie de la cité. À ce titre-là, la cité doit se préoccuper de l'éducation, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit faire directement. Ce qui ne veut pas dire que la cité doit supprimer les familles et se charger de l'éducation, pas du tout. Mais ça veut dire simplement qu'au-dessus des familles, la cité doit avoir un certain pouvoir éducatif. C'est normal puisqu'il y a un bien commun. Puisqu'il y a un bien commun et qu'il faut conduire toute cette jeunesse au bien commun, eh bien la cité doit se préoccuper de l'éducation. Donc il est important, la cité doit se préoccuper de l'éducation. Elle doit diriger l'éducation. Ce n'est pas qu'il faut concevoir la famille et la cité comme deux causes concurrentes, mais il y a une cause première et une cause seconde. La cause première, c'est la cité, la cause seconde, c'est la famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la famille. Ça veut dire que par l'intermédiaire des familles, la cité gouverne l'éducation. Bon. Concrètement, ce que je dis là doit être modéré dans le concret du fait qu'il y a l'Église et la prééminence de l'Église sur la cité. Donc, premièrement, l'Église. Mais comme nous sommes en philosophie politique, je ne parle pas de l'Église. Et je dis, il y a donc une mission éducatrice de la cité. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que l'éducation doit être faite par des fonctionnaires. C'est par l'intermédiaire de la famille qu'elle est faite. Mais la cité doit s'en préoccuper. Donc, voyez, aujourd'hui, il y a une difficulté quand même, c'est que nous cessons de réclamer contre l'État les droits des familles. Oui, mais pourquoi ? Parce que nous sommes en présence d'un État libéral qui détruit l'éducation. Alors évidemment, nous parlons du droit des familles, nous parlons du pouvoir des familles contre l'État. Mais c'est parce que nous avons affaire à un État révolutionnaire. Alors bien sûr, c'est normal, à ce moment-là, nous sommes contre l'intervention de l'État dans le domaine éducatif. Et c'est pourquoi l'argument que je vous donne ici, n'est pas employable concrètement aujourd'hui, étant donné que l'État est mauvais. Mais dans le cas où une cité est bonne, c'est légitime de la part de la cité de se préoccuper de l'éducation, donc d'intervenir, par exemple, si l'éducation d'une famille est mauvaise, d'obliger à certaines choses du point de vue éducatif. C'est extrêmement important. Mais c'est tout l'avenir d'une cité qui est en jeu ici. C'est tout l'avenir d'une cité. Quel est le problème, le plus grand problème qui se pose dans les pays anciennement communistes ? Ce n'est pas le problème de l'économie. C'est le problème que le système a complètement débilité les caractères, que le système a détruit toutes les bases éducatives, et alors, qu'on a affaire à des gens qui sont dépourvus de moyens au plan des vertus, au plan des capacités. Et c'est pour ça que ces pays sont très difficilement restaurables.
C'est pas parce que les infrastructures sont en mauvais état, que l'État n'a plus d'argent, etc. C'est pas ça. C'est que les gens ont été élevés dans le système communiste, le résultat c'est le matérialisme, le résultat c'est non pas l'amour du bien commun, bien au contraire, c'est le matérialisme et l'individualisme pur et simple. Voilà, le résultat. Alors c'est ça qui fait le désastre. Il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de goût du travail, les gens ont une tendance à être paresseux, etc. L'éducation est complètement ratée. Et la catastrophe, elle est là, pour récupérer ça. Une éducation, ça se transmet. C'est les parents qui éduquent les enfants, de manière concrète, immédiate, sous l'autorité de l'État, mais c'est les parents. Si les parents ont mal élevé les enfants, comment voulez-vous que les enfants éduquent leurs enfants à leur tour? Là aussi, il y a une tradition. Donc, un désastre éducatif, c'est difficilement récupérable. Vous voyez tout ce qu'il faut refaire. Pour refaire l'éducation de génération, pour qu'à leur tour, l'éducation puisse se retransmettre, c'est capital de veiller à l'éducation. Et le grand drame actuellement des cités dans lesquelles nous vivons, c'est le désastre éducatif, justement. Un désastre économique, ça se relève. Hein. Un cataclysme, je dirais un tremblement de terre ou autre, on s'en arrive à réparer. Hein, mais alors, l'éducation, c'est désastreux, vous voyez. Le grand drame actuellement de nos cités, c'est que l'État non seulement n'éduque pas, il fait le contraire. Il pousse au vice. C'est la destruction de la moralité. Si les familles sont instables, comment voulez-vous que les enfants soient élevés? C'est pour ça que l'État doit se protéger les familles. Parce que l'agent éducateur, c'est la famille. Donc c'est pour ça que l'État doit protéger la famille. Si l'État détruit la famille, s'il y a des divorces et tout, s'il y a des divorces, il y a de la drogue. Il y a la délinquance, la révolution, etc. Tout s'ensuit. C'est capital pour une cité de veiller à l'éducation. La première chose à faire, vous voyez, dans un pays qui doit se relever, comme le cas des pays communistes, ou bien le cas encore des pays en voie de développement, ou bien encore, je dirais, dans nos pays même, si on devait faire une restauration politique, la première chose à faire, ce serait de veiller à l'éducation. Le premier ministère à faire, ce serait le ministère de l'éducation, de l'instruction, vous voyez. Quand vous pensez qu'en Valais, par exemple, ça fait des dizaines d'années, je ne sais plus combien de temps, que le département de l'instruction publique est aux mains de radicales. Alors quand il y a eu le partage des pouvoirs entre le Parti démocrate chrétien et le Parti radical, s'il y avait un département à gagner, à garder, c'était le département d'éducation qu'il fallait garder. Et puis les travaux publics et tout le reste, ça on pouvait le larguer sans problème. Le département d'éducation, c'est la première chose à garder. Dans le système que nous avons en Valais, qui est en fait un système où les conseillers d'État sont élus à la majorité absolue. Mais, la majorité simple, je veux dire que c'est personnel, il n'y a pas de liste proportionnelle. Mais les partis s'arrangent entre eux pour qu'il y ait une proportionnelle de fait, par condescendance et par, justement, dans le but de garder au bien commun pour qu'il n'y ait pas de lutte. Ils préfèrent travailler ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une proportionnelle. Et on considère qu'on doit normalement donner un conseiller d'État à un parti minoritaire. Donc il était normal qu'il y ait, eu égard à la situation de démocratie dans laquelle il se trouve, il était normal qu'on donne un département donc à un autre parti, que le parti conservateur. Mais ce n'était pas le département d'éducation qu'il fallait donner, c'était autre chose, n'importe quoi, sauf ça. Alors, pas s'étonner des problèmes après. Et s'il devait y avoir en France ou dans d'autres pays une sorte de restauration politique, la première chose à prendre, c'est l'éducation, l'instruction, la première chose à faire. Évidemment, économiquement, c'est pas là qu'on peut magouiller, ça je suis d'accord. Si le but, évidemment, c'est de se remplir les poches, c'est clair que c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Je sais pas. Mais c'est capital pour l'avenir d'un pays, ça, le département d'éducation. Éducation, instruction, tout ça, c'est normal. Alors en fait, c'est normal que l'État se préoccupe de l'éducation, mais étant donné qu'il le fait de manière totalitaire, nous devons réclamer que l'éducation soit retirée à l'État, qu'elle appartienne purement et simplement aux familles, à cause de la situation présente. Mais en soi, l'État a une certaine mission éducatrice, on ne peut pas le nier, c'est normal. Mais étant donné la situation actuelle, il faut réclamer, bien sûr, refuser cela. Enfin, l'avenir d'un pays, l'avenir de la jeunesse, et d'ailleurs, en France, regardez, on dit la France se dit christianisme. Oui, déchristianisation de la France, mais ça vient d'où? Ça vient de l'école laïque, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, vous voyez. Alors dire, la France se déschristianise, n'est-ce pas, la France devient un pays de mission et tout, alors qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est l'évolution du monde, mais il n'y a pas il y a une raison très simple. C'est pourquoi l'apostolat est inséparable d'une certaine action politique. C'est pourquoi dire, le champ politique, non, on s'en désintéresse, c'est terminé, on se rallie à la République, pas de problème, et puis on s'occupe uniquement du spirituel. Résultat, on laisse le champ libre à une politique laïque. Alors on veut faire de l'apostolat par l'action catholique et tout ce qu'on veut, en oubliant que le problème il est du plan politique. Vous pouvez faire tout l'apostolat que vous voulez, vous avez une école qui démolit la religion.
priorité, c'est de lutter au plan politique pour restaurer une école catholique. C'est la première chose à faire. Bon, s'il y a d'une déchristianisation dans certains pays, ça vient des écoles. Vous savez, oui. Historiquement, quand on prend la chrétienté, l'État, qu'est-ce qu'il faisait dans l'éducation? Alors, origine, vous voyez, pratiquement rien, parce que c'est l'Église qui faisait tout. Oui, donc, c'est ça. Mais disons, ce qu'il faut demander, c'est que l'État agisse sous dépendance, c'est l'État catholique, donc l'État agisse dans l'éducation sous la dépendance de l'Église. Mais attendez, non, c'est pas si simple. Voyez du temps de Charlemagne, par exemple. Du temps de Charlemagne, vous avez une certaine prééminence de fait du pouvoir politique sur l'Église. C'est-à-dire qu'une certaine... Charlemagne convoque les conciles, etc. Il a, qu'on le veuille ou non, un certain pouvoir ecclésiastique. Bon, ben c'est lui qui s'occupe de l'enseignement. Mais qui enseigne? Les prêtres, bien sûr. Donc, en fait, c'est une alliance de l'État et de l'Église qui réfère l'éducation. Mais dans le domaine, si j'en reste à la philosophie politique, je dois dire que l'État a une mission éducatrice. Dans le concret, la chrétienté, donc c'est un accord de l'Église et de l'État. C'est l'Église avec l'État qui prennent en main l'éducation, et sous la direction de l'Église, puisque l'éducation fait partie de la mission de l'Église, étant donné qu'elle est inséparable de la vie spirituelle. Donc, j'insiste là-dessus sur l'importance de l'éducation. Alors, dépassons même le cadre de la stricte politique, au plan même de la famille et de l'Église, les problèmes éducatifs sont primordiaux, vous voyez. Le problème des écoles et des mouvements de jeunes, c'est une chose absolue, parce que les mouvements de jeunes sont une sorte d'éducation aussi, et scout et tout ce que vous voudrez, sur lesquels on peut discuter, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est quelque chose de primordial, vous voyez. Ça, c'est très bien que les gens aillent au catéchisme, et puis, tout ça, mais ça ne suffit pas, il y a un problème éducatif, vous voyez. Si les gens sont mal élevés, alors on leur fait dire les prières à la famille, on leur fait aller à la messe, tout très bien, et à côté de ça, ils font n'importe quoi. Mais comment voulez-vous qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? C'est pas possible. Quand on doit, s'occuper d'une paroisse, par exemple, il faut veiller à ce que les parents éduquent leurs enfants. C'est pas seulement qu'ils les envoient au catéchisme, mais qu'ils fassent leurs prières et qu'ils aillent à la messe. Ça ne suffit pas, ça. Il faut qu'ils soient élevés correctement. C'est primordial. Alors après, on aura des pieuses nouilles, peut-être, mais on n'aura pas de chrétiens. C'est un désastre éducatif et c'est très difficilement récupérable. D'ailleurs, on voit même ici. Vous savez, les gens qui ont été mal élevés, ça se remarque, récupérer les affaires, même parfois c'est irrécupérable. Les traces d'éducation, ça reste jusqu'à la fin de la vie. Une mauvaise éducation, c'est très difficilement... Alors c'est ce qui fait la force, par exemple, de la règle de Saint-Benoît. Parce qu'un monastère bénédictin est une rééducation complète à la vie chrétienne. Une éducation ou rééducation à la vie chrétienne complète. Pas un endroit seulement où on fait des études, où on apprend à prier ou ce que vous voudrez. Non, vous avez une éducation complète. C'est ce qui a fait la force de la règle de Saint-Benoît, précisément, c'est qu'elle prenait des barbares, qui étaient ce qu'ils étaient, et puis on en faisait des chrétiens complets dans tous les domaines. Et pas seulement pour la piété ou l'intelligence, mais complets, voyez. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument capital, l'éducation. Donc des familles, bien sûr. C'est pour ça qu'à court terme, si vous voulez, on est parfois un peu embarrassé pour savoir ce qu'il faut faire pour restaurer l'Église, mais à long terme, c'est l'éducation familiale et paroissiale, et monastique, etc. Enfin bref, les cellules d'éducation, les écoles et tout, c'est ça qui fait, à court terme, ça ne produit rien. Laissez passer 30 ans, bien voyez, ça y est, vous avez une chrétienté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne vais pas faire un traité d'éducation, il y a beaucoup de livres là-dessus, et surtout, je ne suis pas tellement spécialiste en l'occurrence. Mais je voudrais simplement vous citer ce que dit Aristote. Et il y a des notes, ma foi, qui méritent d'être connues. Alors, il distingue les enfants, et puis les adolescents, bien sûr. Alors, dans les enfants, il distingue jusqu'à 3 ans, de 3 à 5 ans, et de 5 à 7 ans. Avant 3 ans, bon, vous me direz, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, ce qu'il conseille, la nourriture, la nourriture, ça, c'est ce qui existe, mais enfin, la nourriture naturelle, c'est le lait maternel. Ça, il se permet d'en parler. Oui. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue... c'est sûr que tout ce qu'on peut éduquer, c'est le corps, à ce moment-là. Avant 3 ans, on ne peut ne guère que porter son attention sur le corps.
Eh bien, il faut une certaine habitude, une certaine austérité. Il parle même de l'habitude au froid, au mouvement et au froid. Voilà. Habitué au mouvement et au froid. Bon, c'est sans doute considère que c'est les choses les plus pénibles qu'il faut apprendre à supporter. Mais dès cet âge-là, il y a des habitudes à prendre, vous voyez. En marge d'Aristote, je dirais, bon, je vous signale un cas que j'ai rien vu moi, mais on me l'a dit. Un petit enfant se tient mal à la messe, il fait du bruit, il crie, il pleure, etc. Bon. Sa maman lui donne un gâteau pour le faire tenir tranquille. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est tranquille le temps du gâteau, puis après il recommence pour en avoir un deuxième, évidemment. On parlait d'une éducation, ça. Ben non. Bon. On s'étonne pourquoi il y a des enfants qui se tiennent tranquilles à la messe et d'autres qui se tiennent pas tranquilles. Il y a une question de tempérament, d'accord. Il n'y a pas que ça. Rien à faire avec ça. Ça commence à 3 ans, ça. Bien sûr. Hein. De faire que l'enfant ne se prenne pas, ne soit pas, le petit enfant, même à 3 ans, peut être un tyran. Il peut être un tyran si on lui passe tous ses caprices. C'est clair? Hein, si on l'adore, si on l'adule, non, dès cet âge-là, il faut commencer. Bon. Ensuite, de 3 à 5 ans. Alors, il y a, entre 3 et 5 ans, il y a des coutumes, des habitudes à prendre, et puis des interdictions. Alors, les habitudes. Du point de vue des mœurs, d'abord. Bon, peut-être que la limite 3 à 5 ans est un peu flottante, hein, vous pouvez peut-être être étendre, mais enfin, je pense qu'il y a des choses à reprendre là-dedans. Du point de vue des mœurs, c'est-à-dire les habitudes de vie, il faut l'exercer au mouvement, par des actions et des jeux, qui ne conduisent pas à la servilité ou à un excès de fatigue, ni non plus à la mollesse. Voyez. Donc des actions et des jeux qui n'exagèrent pas l'aspect corporel, qui ne soient pas trop fatigants, trop durs, mais qui ne soient pas non plus trop mous. Juste au milieu, il y a un certain exercice du corps par des jeux ou des activités diverses. Bon, marcher ou autre, ce que vous voudrez. Donc des petits jeux d'enfants, bon, ça a toujours existé. Alors, il faut faire attention à la mollesse, pas non plus exagérer, conduire à des travaux serviles, bon, trop dur. Ceci pour les mœurs. Pour l'éducation de l'ouïe, disons de l'intelligence déjà, le commencement de l'éducation de l'intelligence, eh bien, en latin on dit fabula, disons par des histoires. À cet âge-là, il faut raconter des histoires. Et ces histoires doivent être les images de ce qu'il faudra faire plus tard, de manière sérieuse. Donc il faut raconter des histoires édifiantes, au beau sens du mot. Et pas des histoires ennuyeuses, ou moralisatrices et imbuvables, non. Des histoires, raconter des fables. Raconter des histoires, oui. Dans les fables, des choses... Oui, des choses bonnes, effectivement. Mais qui ne sont pas vraies, je veux dire. Ah ben, c'est-à-dire une histoire, si vous voulez. Il faut que ça puisse être appliqué dans ce qui doit être fait plus tard. Donc si ce sont des histoires invraisemblables et purement imaginatrices mais absurdes, non. Il faut que ce soit des histoires qui soient suffisamment sérieuses pour que ça puisse servir d'exemple. Donc ça peut être des histoires fictives, c'est pas le problème, la certitude historique, on s'en fiche de ça. Mais il faut que ce soit des histoires vraisemblables, vous voyez. Pas des histoires purement absurdes ou purement imaginatrices, irréelles, vous voyez. Le fait de raconter des histoires, ou même de donner des livres, des histoires, des livres d'images ou des bandes dessinées qui présentent quelque chose d'essentiellement irréel, alors là, non, certainement pas. Il faut des histoires qui soient réalistes, oui. Et des histoires faisant appel à des animaux? Oui, alors là, je ne suis pas trop spécialiste, mais je serais un peu réticent, sinon, il faut quand même que ce soit suffisamment... je dirais réaliste quand même s'il y a des animaux. Enfin, bon, on peut concevoir, ça peut s'admettre des histoires d'animaux, mais pas des choses irréelles, pas des choses trop irréelles, vous voyez. Bon, humaniser des animaux, je pense qu'on peut le faire, mais il ne faut pas que ce soit vraiment pas des animaux fabuleux, par exemple, vous voyez, ou des histoires de science-fiction, des histoires de ce genre. Alors là, ça, c'est très dangereux, au contraire. Ça. Faire vivre dans un monde irréel, vous voyez. On voit ça dans certains dessins animés actuellement, des espèces de dessins animés qui se passent... alors ça mélange le Moyen-Âge avec la science-fiction, c'est une catastrophe, ça on détruit les intelligences comme ça. Il faut que ce soit des histoires réalistes, vous voyez. Peu importe la certitude historique, mais des histoires qui servent d'exemple. Des histoires qui peuvent indiquer ce qu'il faudra faire plus tard. Bon. Ceci pour les coutumes, le positif, disons, ce qu'il faut faire. Donc leur apprendre à avoir un corps assez
fort, sans exagérer bien sûr, et deuxièmement, les éduquer par l'ouïe, par l'étude de l'histoire. Bon. Par ailleurs, il faut interdire certaines choses. Alors, interdire, bon, c'est toujours pareil, j'ai une certaine modération, il y a des choses qui sont légitimes. Bon. Mais quand même, retenir les pleurs. Donc, pas admettre, n'est-ce pas, laisser pleurer sans raison comme ça. Bon, s'ils ont mal, s'ils sont malades, il ne s'agit pas de les réprimer, bien sûr. Hein. Mais quand les pleurs ne sont pas justifiés, ou même quand ils sont justifiés, mais qu'ils doivent être aptes à assumer, eh bien, il faut contrôler ça. Il faut contrôler contrôler les pleurs, en tout cas. Pas interdire, mais contrôler les pleurs. Ne pas laisser pleurer n'importe comment, pour n'importe quoi. Bon. Du point de vue de l'audition et de la vision, donc ce dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a des interdictions qu'il faut faire. Il y a des interdictions à faire. Aristote dit qu'il faut interdire la conversation avec les esclaves. Bon, comprenez, placez-vous dans le contexte. Placez-vous dans le contexte. L'état de dépravation, souvent, où se trouvaient les esclaves. Transposant dans le contexte aujourd'hui, il faudrait dire interdire les conversations avec les personnes de mauvaise vie, avec les personnes vulgaires. Voilà. Interdire les conversations avec les personnes vulgaires. Voilà comment il faut adapter la chose. Bien sûr. Hein, il ne s'agit pas d'abord il n'y a plus d'esclavage et puis ensuite c'est pas du tout, c'est pas par mépris des autres, c'est pas ça. Il faut interdire les conversations avec les personnes vulgaires. Voilà comment il faut adapter cette maxime d'Aristote. Et interdire l'écoute de choses immorales. L'écoute et la vision de choses immorales. Totaliter quidam igitur turpiloquium ex civitate, sicut aliquid aliud oportet legislatorem exterminere, ex dicere enim de facile quodquoque turtium fit, et ipsum facere prope. Bon, Aristote dit bien, il faut interdire ces choses-là. Donc il y a la censure. Il faut qu'il y ait la censure, au moins, d'abord pour les enfants. Le problème des adultes, c'est un autre problème. Mais au plan des enfants, il faut une censure. Donc, pour ce qui est de l'ouïe et de la vision, donc, autrement dit, les contacts par la parole et l'audition et les visions, adaptés aujourd'hui, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, que ce soit les animés, les journaux, toute la culture, autrement dit, pour les enfants, en tout cas, doit être sérieusement censurée. Bon. Que pour les adultes, certaines choses puissent avoir un intérêt, bon, peu importe, n'est-ce pas. Mais au niveau des enfants, ce qui est immoral doit être interdit, banni. Absolument interdit. Il faut absolument couper le contact. Donc pour nous aujourd'hui, effectivement, il faut protéger les enfants de la turpitude du monde actuel. Il faut qu'il y ait une censure efficace, à cet âge-là en tout cas. Pour les enfants, il faut absolument bloquer toute conversation avec des... Donc, d'où le problème de la fréquentation des enfants. Il y a un petit problème là, au niveau des écoles ou du village ou autre. Bon, il ne faut pas vivre en marge, mais il ne faut pas... C'est normal qu'on surveille les fréquentations des enfants, par exemple, vous voyez, les mauvais camarades, il faut faire attention, vous avez des enfants qui ont une mauvaise éducation chez eux, eh bien, la convivence avec les autres enfants risque de corrompre ces derniers, vous voyez. Donc il faut être très sévère de ce point de vue-là. Il faut séparer, il faut savoir... et s'il y a des employés ou autres qui ne sont pas convenables, qui se tiennent mal, eh bien, bon, il faut interdire le contact avec les enfants. Protéger les enfants de ce qui peut les corrompre. Voilà. Alors, comment peut-on le faire? Comment peut-on agir? Eh bien, en les occupant à quelque chose, à une autre, et en les accoutumant. Il faut pour détourner, n'est-ce pas, pour exercer cette censure et pour retenir les pleurs également, qu'est-ce qu'il faut faire? Crier dessus? Non. C'est les occuper à autre chose. Et les accoutumer à se délecter dans ce qui est bon. Et l'expérience montre qu'on se délecte dans ce qu'on a connu au départ. Hein, donc en fait, le fait d'être mis en contact avec le bien, ben, il faut le mettre en pratique dès le départ. Voilà pour le deuxième âge. Bon, pour le troisième âge, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans, bon, rien de spécial, sinon on continuait cela, oui. Non, là, non, il n'y a rien de spécial à dire. Je pense que, bon, il y a tout ce qui est nécessaire à la santé, bon, mais ça, rien de spécial, vous voyez. Non, parce que actuellement, il y a des sucreries, tout ce qui est... Ah oui, disons non, alors Aristote n'en parle pas, je crois qu'on pourrait le rajouter, vous avez raison. Bon, à l'époque, la question ne se posait pas, vous voyez, on n'avait pas ces problèmes à l'époque, on n'avait pas
Je ne suis pas spécialiste d'histoire grecque, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas les problèmes qu'on rencontre à ce point de vue-là. Manger les parents, Oui. peut-être manger entre les repas. Oui, c'est ça. L'éducation, je pense... Oui, ça pourrait rentrer dans ce cadre, effectivement, oui. Tout à fait, oui, oui. Oui, certainement. C'est de éducation, une certaine austérité. Mais notez que c'est déjà prévu dans le premier âge, oui. Donc, ensuite, je veux dire par là que... Bon, on doit arrêter les pleurs. Bon, mais je dirais... Bon, une punition peut être bonne, mais une punition, si elle n'est pas saisie, si on est trop jeune pour comprendre des punitions, ça ne sert à rien, puis ça fait du mal, vous voyez. Donc, il faut faire en sorte qu'ils ne pleurent pas, qu'ils prennent l'habitude de se maîtriser, vous voyez. C'est ça. Qu'ils prennent l'habitude de se maîtriser, vous voyez. Oui. Non, alors justement, c'est qu'il y a une certaine modération. C'est-à-dire, il faut les rebuter pour des choses qui valent... C'est pas tellement le problème des pleurs, c'est autre chose, vous voyez. Le volontarisme, ça arrive si vous formez des gens à la loi. Au problème de la loi. Mais pour des enfants de cet âge-là, ce problème n'intervient pas. Le fait d'apprendre à se maîtriser soi-même, ça ne peut que faire du bien, vous voyez. Ça ne peut que faire du bien. Mais avec bon escient, c'est-à-dire que vous avez des pleurs, bon, qui sont parfaitement légitimes. Et alors là, vous allez contre la nature que d'empêcher de pleurer. Vous avez un enfant qui est malade, il a mal, bon, écoutez-vous, ça, il faut le laisser faire. Par contre, il pleure parce qu'on lui a pris un jouet, bon, alors là, non, justement, il faut... Vous voyez la différence. Il y a des pleurs qui sont parfaitement légitimes, qui viennent de la nature, et là on va leur faire du mal, en les empêchant de pleurer. Et puis ça dépend de l'âge aussi. Vous avez un âge où la douleur est insupportable, et donc on pleure, c'est normal. Et puis il y a un âge où on doit être capable de se réfréner, donc là on intervient. Là, je crois qu'il faut aller voir les spécialistes, je ne peux pas rentrer dans ces détails, vous voyez. C'est une question, il faut sentir les choses, vous voyez. Faire croire les enfants au Saint-Nicolas Oui, alors justement, raconter des blagues, c'est des choses irréelles, c'est ce que je vous disais, c'est pas bien ça. À mon avis, il y a quelque chose qui ne parle pas au point, là. Non, raconter des blagues, certainement pas aussi. Des fables, mais qui soient réalistes, vous voyez. Mais raconter des choses qui sont certainement mauvaises, irréelles, j'avoue que personnellement, je ne serais pas d'accord. Oui, l'histoire du petit Jésus et d'autres choses de ce genre, du Père Noël, et tout ça, on vit dans l'irréel, vraiment. Ouais, tout à fait. Non, mais Saint-Nicolas... Oui, c'est différent du Père Noël, mais je dirais faire croire que, vous voyez, c'est... Jouer, d'accord. Vivre dans l'irréel est toujours dangereux. Si on croit, il croit que Saint-Nicolas est descendu du ciel. C'est ça, il ne faut pas exagérer les choses. On peut jouer, faire des représentations, des choses comme ça, et puis sans aller plus loin. Bon, sans dire explicitement que ça c'est vrai. On laisse faire, c'est tout. Puis on laisse découvrir tout seul. Enfin, dernier âge, bon, rien de spécial, sinon voir les disciplines dans lesquelles, plus tard, il devra être éduqué. Donc, préparer l'éducation future, simplement. Voilà pour les enfants. Pour les adolescents. Bon, au-dessus de 7 ans, bon, c'est plus déjà c'est encore les enfants. Bon, Aristote ne dit rien de spécial là-dessus, pour suivre ce qui a été fait, tout simplement. Pour ce qui est des adolescents, Aristote parle de 14 ans. Bon, ça peut commencer avant quand même, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le but? Bon, on veut discipliner les hommes, des hommes libres. On veut discipliner des hommes libres, éduquer des hommes libres, dans le but de la cité, pour le bien commun de la cité. Alors, dans ce qu'il va falloir faire, il faut distinguer les arts libéraux et les arts serviles. Les arts libéraux qui sont ordonnés à la fin de la cité, immédiatement, les arts libéraux qui sont d'ordre moral ou d'ordre intellectuel, et les arts serviles qui sont ordonnés au bien du corps. Eh bien, par priorité, les arts libéraux. Priorité, les arts libéraux, qui sont ordonnés au bien moral, au bien commun. Avec une certaine limitation tout de même. Une certaine limitation. Donc une certaine modération. Pourquoi? Parce que ces arts, les arts libéraux, sont ordonnés à une fin ultérieure, une fin qui n'est pas perçue par l'enfant. Alors si ces arts sont exercés au-delà de ce qui est nécessaire pour cette fin, on déprime l'intelligence. Si ces arts libéraux sont exercés au-delà du nécessaire, il y a une dépression de l'intelligence, dans l'usage lui-même. C'est-à-dire que la fin devient alors l'usage de ces arts libéraux et non pas le bien commun. Donc il y a une exagération. Bon, par exemple, les études dans tous les domaines sont nécessaires, donc il faut les étudier aux études, mais voyez, pousser à fond les études
au-delà de ce qui est nécessaire pour mener la vie d'un homme vertueux, parce que ce qu'on vise, c'est la vie d'un homme vertueux, d'un homme complet, voyez, eh bien, ça devient servile. Donc, vous voyez, dans l'adolescence, il ne convient pas de donner immédiatement un métier, voyez. C'est pas le but. Le but, c'est de donner une formation générale, une éducation générale pour former des hommes libres. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme libre? Bien, au temps d'Aristote, c'est celui qui est capable d'être citoyen, donc celui qui est vertueux, voyez, celui qui a les connaissances nécessaires pour la vie politique. Donc les pratiques des vertus morales. Instruire en vue de la pratique des vertus morales et intellectuelles. Ce qui correspondrait chez nous à la culture générale, une formation générale, et au refus d'une spécialisation. Donc le fait de faire des enfants prodiges, par exemple, qui soient spécialistes en mathématiques à l'âge de 10 ans, c'est un désordre. Ah mais bien sûr. Non mais c'est évident, ça ne veut pas dire que l'éducation doit être absolument la même pour tout le monde. Mais ça veut dire que l'éducation doit être de type général. Oui, mais alors ça veut dire que les dons doivent être développés, mais dans une certaine proportion, vous voyez. Sous prétexte que quelqu'un a des dons, vous voyez, vous allez spécialiser quelqu'un en mathématiques et plus de littérature. Plus rien, sinon les mathématiques. Dès l'âge de 8 ans, ben non, écoutez, non, ça ne va pas, ça. Il faut une formation générale. Dans l'adolescence, il faut d'abord une formation générale. Et c'est l'entrée dans la préparation à l'âge adulte qui doit comporter l'apprentissage d'un métier, mais au départ, il faut une formation générale. Parce que là, vous ne parlez que des arts libéraux. Oui, exactement, les arts libéraux. Est-ce que vous en savez? Certainement. Mais il faut qu'ils aient, pour être bons citoyens, il faut d'abord qu'ils aient les arts libéraux. Oui. Mais disons, oui, mais 14 ans, on commence à... L'adolescence commence plus tôt quand même, hein. Vous comprenez, ça commence plus tôt. C'est sûr que l'apprentissage d'un métier doit commencer plus tôt. Hein. Pour ça, souvent, c'est de père en fils. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Mais disons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'art servile du tout. Mais ça veut dire que la priorité doit être donnée aux arts libéraux. Oui. Alors là, bon, c'est difficile à dire. Hein. Ça dépend des époques, des pays peut-être, c'est difficile à dire. Hein. Non, c'est sûr, mais ça dépend des individus. Là, on ne peut pas donner de règles absolument universelles. Mais ce qu'il faut noter, vous voyez, n'essayons pas de donner des directives précises d'éducation, simplement des grands principes, des grandes notes. C'est l'importance des arts libéraux, l'importance de la formation générale. Vous voyez, l'importance de la formation générale. La formation générale, donc, bien écoutez, les mathématiques sans doute, oui, d'accord, c'est un art libéral, bon, c'est entendu. La littérature, l'histoire, la musique aussi, par exemple, vous voyez. Tous les arts, bon, plus ou moins, alors ça dépend on peut être plus ou moins doué, bon, ça dépend des questions à modaliser, cela. Hein. Il faudrait dire aujourd'hui culture générale, formation générale, pas de spécialisation au départ. Bon. Et sans exagérer dans un des arts. Il faut viser à ce que les gens puissent mener une vie honnête et libre, voyez, une vie honnête et libre. Et cette vie honnête et libre suppose cette culture générale. Le fait de faire des choses qui ne sont pas utiles, vous voyez, de choses qui ne sont pas utiles. Utiles au sens de production de matière utile. Mais bien sûr, il doit y avoir certaines œuvres serviles quand même qui sont comprises dedans. Il faut des œuvres honnêtes, disons, ministérielles, c'est-à-dire des œuvres de service. Donc il faut quand même des arts serviles. Il faut aussi des arts serviles. Tout est à faire d'équilibre. Il y a des œuvres serviles à apprendre. Il y a des arts serviles à apprendre, mais qui sont ordonnés, qui sont en harmonie avec les arts libéraux. Jamais au détriment des arts libéraux. Donc spécialiser dans les arts libéraux en refusant tout travail manuel, par exemple, c'est une erreur. D'autant plus qu'il y a des travaux manuels qui sont des travaux libéraux. Hein. Mais il faut la prééminence aux arts libéraux, sans exclure les arts serviles qui doivent entrer en ligne de compte aussi, c'est bien d'accord, mais avec primauté des arts libéraux. Donc une culture générale, avec une part de travail manuel. Mais le travail manuel étant ordonné, étant en partie inférieur par rapport à la formation générale. L'éducation du corps. Il faut qu'il y ait une éducation du corps, bien sûr. Hein. Il y a l'éducation d'esprit, mais il faut aussi qu'il y ait une éducation du corps, pour entrer en ligne de compte. Alors là aussi, tout est une affaire d'équilibre et de proportion. Le corps ne doit pas s'éduquer dans des travaux trop durs, trop lourds, dans des travaux trop lourds, qui feraient acquérir des habitus propres aux hommes de guerre ou aux athlètes. Il ne faut pas qu'il y ait des œuvres corporelles, des efforts corporels trop lourds, qui donnent
habitus propres aux athlètes ou aux hommes de guerre, c'était de former des petits soldats ou former des petits champions dès le départ. Non, ça ne convient pas. Par contre, dans des activités corporelles plus dignes, des activités corporelles plus dignes, je ne sais pas ce qui existait à son époque, mais Aristote note des travaux donc corporels, mais qui sont dirigés par l'intelligence, voyez, où l'intelligence a une part de direction. Voyez. Autrement dit, l'éducation du corps, par des efforts, mais vraiment des efforts gratuits, purement corporels, ou de purs exercices de force, où l'intelligence n'a aucune part, cela ne convient pas. Il faut qu'il y ait une sorte de direction intellectuelle. Oui. Oui, mais il y a quelque chose d'intellectuel. Voyez, alors justement, à cet âge-là, bon, la Grèce connaissait, n'est-ce pas, les sports athlétiques et tout ça, mais précisément, Aristote ne veut pas que ça ait lieu dans l'enfance, pas dans l'adolescence, pas à ce moment-là, voyez. Et, oui, mais par exemple, vous dites casser du bois, mais justement, casser du bois, il y a un aspect intellectuel, parce que c'est pas un effort gratuit. On casse du bois, on a une raison de casser du bois. D'abord, on ne casse pas du bois n'importe comment. Hein, et bon, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, il ne s'agit pas de taper n'importe comment comme ça, hein, il y a une manière de faire. Bon. Et ensuite, on casse du bois pour faire quelque chose, hein, pour rendre service, parce qu'on en a besoin. Vous voyez, il n'y a pas de choses vaines. Et si je me souviens bien, c'est un peu ce qu'on nous disait dans des conférences sur la méthode Hébert, de ne pas faire des efforts physiques qui soient purement gratuits. Hein. C'est-à-dire, on fait des efforts physiques qui correspondent à quelque chose d'intéressant. Bon, c'est toute la différence entre, par exemple, courir, je ne sais pas, dans une forêt, dans une montagne, et puis courir en rond autour d'un stade. C'est pas pareil. Courir en alors c'est vraiment la bête. Je m'excuserai, mais le sport de stade, c'est le sport de bête. Qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien à... mais même pas, je dis même pas, parce qu'un animal ne fera pas ça, justement. Un animal ne fera pas ça, justement. C'est même pas, je m'exprime mal, mais c'est pas un sport de bête, c'est antinaturel, voyez. Tandis courir parce qu'on veut aller vite quelque part ou pour profiter de la montagne, je ne sais pas, voyez, que ce ne soit pas le pure compétition, le pur physique. Voyez. Donc par exemple le fait de faire ces parcours d'obstacles, ces parcours vous voyez, qui ont une raison, c'est le fait de pouvoir accéder à des endroits qui usuellement ne sont pas accessibles. Alors on apprend à grimper aux arbres, on apprend à grimper aux montagnes, on apprend à traverser des rivières ou franchir des obstacles. Alors ça c'est intéressant, vous voyez, ça correspond à quelque chose. Mais travailler dans une salle, je dirais, ça va pas, quoi. C'est ça, oui, comme vous dites, le bodybuilding, quoi. En plus ça sert à rien. En plus, mais oui, c'est ça, pas l'effort physique gratuit, mais un effort physique qui correspond à un besoin, apprendre à se maîtriser soi-même, vous voyez, cultiver la vertu de force, par exemple, vous voyez. Oui, ça c'est intelligent. Donc des activités physiques qui correspondent à une direction de l'intelligence. Et pas des activités physiques purement physiques. Bon, par exemple, les jeux, oui, tout à fait. Des jeux, bon, de ballon ou autres, où effectivement il y a une certaine intelligence qui intervient, certainement, vous voyez. Mais à partir du moment où la compétition intervient, c'est dangereux. Parce que, finalement, c'est le physique qui commence par l'emporter. Et l'individualisme en plus. Dans certains parcours, vous voyez, il s'agit de s'entraider pour franchir des obstacles. C'est pas le premier qui arrive, il ne s'agit pas d'être le premier à arriver, on est tous ensemble, il faut que tout le monde arrive. Et les gens doivent s'entraider les uns les autres, alors celui qui est petit est tiré par celui qui est plus grand, etc. Enfin bref, tout le monde arrive à passer, vous voyez. Ça c'est intelligent. C'est autre chose que la course à celui qui ira plus vite. Oui, certaines compétitions, mais là, la compétition est toujours un peu dangereuse, au sens où... oui, la compétition peut être utile, vous voyez, mais pour autant qu'elle ne mette pas en cause cette primauté de l'intelligence. Prenez un exemple, autrefois, on faisait, enfin Dieu merci, c'est ce que nous faisons aussi, on faisait de la montagne pour arriver à contempler un paysage, vivre avec la nature, vous voyez. Aujourd'hui, il s'agit de faire le maximum de montagne le plus vite possible. Alors vous avez des gens qui s'organisent et qui essayent de faire 3-4 semaines dans la journée le plus vite possible. Oui, mais justement, c'est que le progrès dans l'intelligence est sans fin. On a toujours, pour autant que ça se passe dans l'ordre, plus vous êtes intelligent, mieux c'est. Tandis que le progrès dans le corps doit être ordonné à l'intelligence. Alors vous savez très bien qu'un progrès exagéré dans le corps se fait au détriment de l'intelligence. Des efforts physiques trop intenses, désordonnés, entraînent une déperdition du point de vue des efforts intellectuels.
Donc l'homme libre que nous voulons éduquer, eh bien, s'il est soumis à des efforts physiques trop intenses, ne développera pas son intelligence. Alors bon, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement. Vous développez avec le sport, je dirais, professionnel. Bon, je ne veux pas être méprisant, mais enfin, en général, c'est bien le corps qui est développé, vous voyez. Bon, je ne dis pas forcément que les champions forcément, ils sont vraiment très faibles du point de vue intellectuel, mais enfin, c'est quand même pas... Les interviews ne sont pas le summum de l'élévation des arts libéraux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, vous voyez, la limite, le développement du corps a certaines limites. Bon, c'est toute une proportion. Un développement exclusif de l'intelligence au détriment du corps est aussi dangereux, bien sûr. Oui. La musique, c'est dans les arts libéraux. Ah oui, tout à fait. La musique dans les arts libéraux, bien sûr. Et ça n'aide pas à la vertu, vous voyez. La pratique des efforts du corps n'éduque pas à la vertu. Les gens qui sont les plus forts physiquement ne sont pas forcément les plus forts, même c'est souvent le contraire, au plan du caractère. La vertu de force. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus fort physiquement, qui a plus de muscles, si j'ose dire, bon, s'affrontera à des choses que d'autres ne pourront pas faire. Mais ça, c'est pas la vertu de force. La vertu de force, c'est précisément de s'affronter à des choses difficiles pour soi-même. Et ça c'est pas souvent, je dirais souvent certains sportifs, n'est-ce pas, quand ils sont dans le cadre de leur sport, sont très courageux, mais s'ils sont sortis de leur cadre artificiel, ils sont incapables de rien faire. Si on n'a pas, la piste ou que sais-je, tout ce qui doit être préparé, alors on perd ses moyens. Vous voyez, c'est pas l'éducation de la force, c'est précisément d'être capable de s'en sortir dans n'importe quelle circonstance. Vous voyez. Bon. Oui. Que pensez des arts martiaux? Les arts martiaux peuvent avoir leur place, évidemment. Aristote en parle également, dans la mesure où c'est des choses, qui restent, vous voyez, qui sont gouvernées par une certaine noblesse, par une certaine intelligence. Vous voyez, vous avez des arts martiaux qui sont je dirais, c'est très brutal, et ça n'éduque pas. Vous avez encore des arts martiaux qui connaissent une certaine noblesse, une certaine loyauté, vous voyez, alors là, oui, tout à fait. Ça dépend des cas. Je ne suis pas spécialiste. Là, personnellement, je ne suis pas spécialiste. À première vue, il me semble que l'aspect physique est particulièrement en évidence là-dessus, vous voyez. Bon, j'avoue que je sais bien qu'on appelle cela le noble art. J'ai du mal à voir de la noblesse là-dedans, mais enfin, bon. Non, en soi, des arts martiaux peuvent être utiles, mais peut-être plus... Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être efficaces, surtout par les temps qui courent. Bon, le tir, par exemple, c'est certainement une des choses, vous voyez. Mais le tir, vous voyez, ça aussi, bon, je pense qu'on doit apprendre le tir, bon, dans les stands qui sont prévus à cet effet, c'est évident, ne serait-ce pour des raisons de sécurité. Mais l'apprentissage avec la nature me semble tout à fait correct aussi. Je me souviens une fois, j'étais avec quelqu'un qui a voulu m'initier à le maniement de certains objets, et je lui ai dit, mais vous savez, il y a des herbes, alors j'y vois rien. Il faut qu'il y en ait, c'est normal qu'il y en ait des herbes. Débrouillez-vous avec, c'est normal. Oui. Bon, donc toujours le retour à la nature est toujours... Alors de ce point de vue-là, il faut reconnaître que le scoutisme apporte certaines choses positives, tout à fait. Alors, mais il y a d'autres inconvénients, peut-être, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais surtout aujourd'hui, c'est certainement quelque chose d'assez bon. Bon. Il convient donc, dit Aristote, d'exercer les enfants dans des actes qui conduisent au bien, et non pas à des œuvres qui sont propres aux bêtes sauvages. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut un certain contact avec la réalité, c'est pour ça que je parle de la nature, mais pas au point de tomber in feralibus operibus. Vous voyez, donc là aussi, l'homme domine la nature, donc vivre avec la nature, mais au sens où l'homme domine la nature. Mais notez que des opérations survie, par exemple, une opération survie qui est trop prolongée va donner des mœurs bestiales. Mais une opération survie relativement limitée sera l'occasion, précisément, d'une certaine astuce, d'une certaine inventivité, d'un certain développement des facultés.